Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Nous sommes ici pour la review, le débrief du 10e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'est disputé ce 14 juillet, jour de la fête nationale française, à Silverstone. Je suis en compagnie de Pierre Mesley. Pierre, comment vas-tu ? Salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. T'as passé un bon Grand Prix ? Eh ben écoute, je pense qu'on peut en parler tout de suite. On a passé un excellent Grand Prix. Ça fait 2 semaines de suite qu'on passe des très bonnes courses. Après l'Autriche, la Grande-Bretagne a été pleine de spectacles. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course de façon générale ? Du suspense et du rebondissement. Ouais, je pense que c'est vraiment les mots d'ordre. On va en parler un petit peu. Pourquoi du rebondissement et pourquoi du suspense ? On peut commencer déjà par parler du vainqueur, de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui n'avait pas réussi à obtenir la pole. Il a fini 2e. Il s'était fait souffler de très très peu. J'ai plus le chiffre exact, mais c'est quelque chose que genre comme 6 millièmes. La pole par Valtteri Bottas, son coéquipier. En course, à la faveur de certaines stratégies de la part de son équipe, à la faveur d'une grosse bataille en piste et surtout à la faveur d'une safety car, il a pu passer devant et il a démontré qu'il était le plus fort jusqu'à ce dernier tour hallucinant où avec des pneus usés il va chercher le record du tour que Bottas avait. Enfin bref, un Hamilton encore une fois très très impressionnant. Bah écoute, oui, je pense que tu as tout dit. Ça a été très très chaud sur les 4-5 premiers tours où à un moment donné Hamilton est passé, mais Bottas a contre-attaqué derrière. C'était vraiment magnifique. Après, bon, au niveau de la stratégie, Bottas a fait ce qu'il fallait. La safety car est intervenue, on va dire, au bon moment et ça a permis à Hamilton d'avoir un arrêt gratuit. Donc derrière, ils lui ont mis les pneus les plus durs et Bottas, qui lui était sur les pneus médiums, lui par contre était obligé de repasser pour soit mettre les gommes les plus dures, mais vu le moment où ils l'ont arrêté, c'était pas le bon timing. Donc du coup, ils lui ont mis les softs. Effectivement. Et c'est vrai que cette bataille c'est joué beaucoup dans les standards. Pour beaucoup d'écuries, hein, beaucoup de pilotes ont pu passer devant leur adversaire direct grâce à ces stratégies. Donc une safety car qui a été causée, on le rappelle, par la sortie de piste d'Antonio Giovinazzi. Antonio Giovinazzi qui a eu un problème de frein sur sa voiture, qui est parti en équerre à l'avant-dernier virage et qui s'est planté dans le bac à gravier, obligeant la sortie de la voiture de sécurité. D'ailleurs, on peut souligner ce très bon point. Je sais pas ce que tu en penses, mais une voiture de sécurité à la place d'une virtual safety car, ça fait quand même plaisir. Alors oui, après, moi ce qui m'a étonné, c'est qu'elle est sortie très très rapidement. On a pu voir par le passé sur des situations presque similaires. Là, j'ai pas d'exemple immédiat. Au Canada, par exemple, où la voiture de ouais. Norris est restée très longtemps sur le côté. Voilà, il n'y a pas une seule safety car, donc bon, c'est un petit peu à la faveur des événements. Donc bon, voilà, je remets absolument pas la victoire d'Hamilton en doute ou quoi que ce soit. C'est pas une théorie du complot. Je pense qu'il y avait besoin de cette voiture de sécurité parce que Giovinazzi s'était planté à un endroit où ça pouvait être dangereux. Donc très très bonne réaction de la direction de course. Ils sont rapidement critiqués. Donc là par contre je pense que c'était la bonne chose à faire. Et puis on a beaucoup critiqué la F1 après le Grand Prix de France, après ce manque de spectacle. Quand on voit les directives qui ont été prises juste après en Autriche, de laisser les pilotes courir sans mettre trop de sanctions, et là le fait de directement sortir une safety car qui a relancé complètement le spectacle, on sent qu'il y a une envie, il y a une écoute de la part de la FIA peut-être pour aller dans ce sens du spectacle. Mais on n'avait pas besoin de cette safety car parce qu'on a vu d'excellentes batailles en piste, notamment un duel Verstappen contre Leclerc qui prolonge le duel d'il y a 2 semaines en Autriche, une passe d'armes qui a vraiment montré que Leclerc est capable de durcir aussi son niveau de jeu. Exactement, il a durci son niveau de jeu, il a été fidèle à ses déclarations, comme quoi il allait se montrer beaucoup plus agressif. Verstappen n'a absolument pas démérité, mais bon, le moteur Honda a encore un léger déficit face au Ferrari. Leclerc, plus les courses passent, il apprend vite et sans l'avoir connu, il fait un petit peu plus penser à un Gilles Villeneuve, fougueux, etc. Les accrochages en moins.
Effectivement, ouais, là c'est vrai que ça a été très très propre la bataille de deux côtés. On a eu un léger accrochage, mais même pas en fait, juste un contact très très léger à l'avant-dernier virage lors du restart. Ça a été très rapide, mais bon, finalement c'était sans conséquence pour aucun des deux pilotes. Et ce qui a plutôt eu des conséquences pour Max Verstappen, c'est son accrochage avec Sébastien Vettel. Un Sébastien Vettel qu'on avait vu larguer en qualification, qu'on avait vu très nerveux pendant la course et qui a commis une erreur fatale. Alors est-ce que pour toi, Vettel craque un peu plus sous la pression à chaque fois, sous la pression de son coéquipier, sous la pression d'Hamilton qui s'en va en championnat, sous la pression de l'année qui passe? Je pense que c'est aussi... oui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que le niveau de... Le fait que Leclerc hausse son niveau de jeu, ça le contrarie un petit peu. Les dernières évolutions apparemment ne lui conviennent pas alors qu'elles conviennent beaucoup mieux à Leclerc. Et il a été en retrait aussi bien en qualif. On voit une différence avec Vettel qui est quasiment à 6-7 dixièmes quand Leclerc est à moins d'un dixième pour jouer la pole. Et sur le rythme en course, Leclerc clairement ne pouvait pas rattraper les Mercedes. Mais il était devant son chef de file, donc il y a peut-être une tendance qui est en train de s'inverser. Les courses passent également. Hamilton accroît son avance au championnat et Vettel, même si dans ses déclarations il baisse pas les bras, etc., on sent que la pilule a un petit peu de mal à passer. Là, je pense que face à Verstappen, il a voulu tenter de recroiser ou un truc comme ça. Sauf qu'il devait se douter qu'avec un client comme Verstappen, ça risquait de pas vraiment marcher. Il a tenté quelque chose à l'intérieur, je pense qu'il a bloqué, il a peut-être voulu freiner un peu trop tard. Et voilà, moi j'ai pas accès au relevé télémétrique, mais je pense, la FIA les a. Ils ont sanctionné Vettel, ils ont pas sanctionné Verstappen. Je pense pas que Verstappen s'est amusé à freiner beaucoup plus tôt pour provoquer un accrochage. C'était absolument pas dans son intérêt. Non, ça ressemble vraiment à l'accrochage qu'il y a eu entre Verstappen et Ricciardo l'an dernier en Azerbaïdjan. C'est-à-dire que la voiture derrière perd trop d'appui et freine beaucoup trop tard, n'a plus d'appui et va tout droit et enfonce celle de devant. Donc c'est vrai que c'était un move assez risqué de la part de Sébastien Vettel qui est d'ailleurs allé s'excuser auprès de Max Verstappen tout de suite après la course. D'ailleurs, tu parlais du temps qui passe pour Vettel. Dans 2 semaines, on revient en Allemagne sur le circuit où il a fait une faute fatale l'an dernier dans la quête du championnat du monde. Donc il est vraiment dans une mauvaise phase et on le ramène sur un circuit où il a connu une erreur importante la semaine dernière. Donc les prochaines semaines jusqu'aux vacances vont être cruciales pour Sébastien Vettel. Et la même en Hongrie, je me permets de reprendre un tout petit peu la main. Lui et Ferrari s'étaient totalement plantés en qualif. Offrant un peu la victoire sur un plateau d'argent, sans faire de mauvais jeu de mots à Hamilton. Voilà quoi. Après, est-ce que justement revenir en Allemagne, la ferveur du public allemand, etc., est-ce que ça peut permettre un déclic? J'y crois pas spécialement, mais après, sait-on jamais. Effectivement, j'y crois pas trop non plus, mais on verra bien, ça sera intéressant. Un autre pilote qui était sous le feu des critiques ces dernières semaines et qui s'est bien réveillé, c'est Pierre Gasly, qui a déjà signé son premier leaderboard en séance d'essai libre, puisqu'il a fini premier de la séance d'essai libre 1. Il avait trouvé du rythme en qualification, il a trouvé du rythme en course, capable de se batailler avec les pilotes autour de lui, avec Vettel, avec Charles Leclerc pendant un moment aussi, même s'il a lâché au bout d'un moment. À la faveur des arrêts au stand et de la safety car, il termine finalement devant son coéquipier. Enfin, ça y est, un Pierre Gasly qu'on a vu enfin conquérant lors de tout un week-end des essais à la course. Alors Gasly était beaucoup mieux ce week-end. Ça va dans le sens des déclarations de Red Bull, donc ça c'est plutôt bon signe. Ça montre que entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a une certaine cohérence. Après, à relativiser quand même sur la performance en essai, vu qu'on connaît pas toujours les quantités d'essence embarquées, le type de pneus, etc. Mais c'est très bien. Enfin, ça c'est quelque. Là où Verstappen était en difficulté, lui semblait plutôt à l'aise. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après, sur le rythme en course et même en qualif, il y a encore du travail face à Verstappen. Verstappen lui continue de lui mettre à peu près entre 3 dixièmes et 5 dixièmes au tour.
Et il termine devant Verstappen grâce, j'aurais tendance à dire, à l'accrochage entre son coéquipier et Vettel. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on l'a vu moins largué qu'il y a 2 semaines où il était à un tour de son coéquipier. Il était beaucoup mieux. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il travaille encore son rythme en course. Effectivement. Avant de passer à l'instant assez sympa de ce week-end, c'est-à-dire à l'instant As F1 Team, j'aimerais qu'on revienne sur justement ces 2 dernières courses en Autriche et à Silverstone. On avait très peur avant le Grand Prix d'Autriche de la direction que prenait la F1. Est-ce que tu es un peu rassuré ou est-ce que pour toi ces 2 Grands Prix c'est un épiphénomène et on va repartir dans des courses plutôt mornes dès le Grand Prix d'Allemagne? J'aurais tendance à te dire en tête de course, il n'y a pas grand-chose qui change. Après, l'Autriche et Silverstone, c'est le jour et la nuit. Silverstone, tu es sur du plat, etc. C'est proche, on va dire, de tout ce qui est des usines, etc. Donc, c'est une piste. Voilà, tout le monde connaît. Et la Mercedes, elle est affûtée pour ce genre de piste et d'autres configurations. En Autriche, on est en altitude, on est un peu comme au Mexique. Donc, c'est en altitude, on va dire que les différences entre les moteurs sont un peu gommées. Donc, tu es sur 2 trucs complètement différents. Là, par contre, ce qui est bien, on n'a pas eu le même scénario aussi bien en Autriche qu'en Angleterre. Mais il y a de la lutte à tous les étages. Après, cette lutte à tous les étages, on les avait un petit peu. Le truc en Autriche, c'est que ça a été beaucoup plus présent pour la victoire et les Mercedes étaient un petit peu plus en recul. Là, clairement, en Angleterre, elles étaient aux avant-postes et elles étaient imprenables. Par contre, ça luttait un petit peu pour le podium. Mais ça reste pour moi dans la configuration de cette année. T'as les 2 Mercedes et sa bataille derrière entre Red Bull et Ferrari pour la 3e marche. Effectivement, il y avait un écart quand même entre Mercedes et le reste du paddock. Alors passons tout de suite au cas ASF1 Team. On a, pour être honnête, l'émission de preview qui est sortie vendredi, nous l'avions enregistrée mercredi. Et bien entre mercredi et vendredi, on a déjà eu un premier rebondissement puisque on vous avait laissé en expliquant que le patron de Rich Energy, William Storey, voulait quitter ASF1 et casser le contrat avec eux. Entre-temps, entre le moment où on a enregistré et le moment de la diffusion, eh bien, les actionnaires de Rich Energy ont décidé de démentir leur PDG en disant que non, eux voulaient rester en F1 et voulaient rester avec As puisque c'était le business model qui avait été établi. Puis, William Storey, prenant possession du compte Twitter de ASF1 Team, de Rich Energy, a lui réitéré ses propos en disant que c'était un putsch qui avait été tenté à la tête de son entreprise et qu'il avait décidé de reprendre tout le commandement. Il a ensuite fait différents propos dans ce sens-là, comme quoi le distributeur de la marque de canettes allait changer, que beaucoup de postes allaient changer dans l'entreprise. Bref, on est arrivé au moment de la course dans un espèce de climat incompréhensible, climat renforcé par le fait que Romain Grosjean reprenait les évolutions aéro de la première voiture de la saison, de celle d'Australie. Donc une voiture qui avait été conçue il y a plus de 6 mois et arrivait à être plus rapide que son coéquipier. Et en course, accrochage entre les 2 voitures dès le premier tour, abandon au 6e et 9e tour, et un compte Twitter de Rich Energy qui se moque de l'écurie qu'il sponsor. Enfin bref, As est complètement dans le brouillard, que ce soit sur le plan sportif, financier. Les anciennes évolutions sont plus rapides que les nouvelles, les sponsors veulent se barrer. On n'y comprend plus rien. Ah ouais, je pense que tu as tout dit. Pour Grosjean, sans aucun chauvinisme, ça avait mal commencé. C'est resté à peu près sur la même dynamique. Il se qualifie devant Magnussen avec une Evo de Melbourne. Donc ça rejoint ce qu'on disait dans le preview. Les évolutions ne fonctionnent pas et finalement ils n'arrivent pas à comprendre leur voiture. Donc à partir de là... Je crois que pour cette saison, il n'y a pas grand chose à en tirer. Peut-être que s'il commence à se concentrer sur 2020 et à une meilleure compréhension des pneus, peut-être que ça peut être un peu plus payant. Mais je pense que il y a aussi un autre problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de leader dans cette équipe. Tu vois, chez Alpha, par exemple, il y a Raikkonen, donc
c'est quelqu'un qui a des bons retours et qui a un sacré bagage technique, donc qui peut faire évoluer une voiture dans le bon sens. Chez As, t'as Grosjean, mais Grosjean qui s'est rarement retrouvé dans une situation de leadership. Magnussen non plus, donc on cherche, mais voilà. Ces dernières années, ils avaient, c'était même limite des Ferrari bis, donc les châssis Ferrari étaient plutôt pas mal, donc c'était payant. Mais là, même Ferrari a des problèmes, donc on le retrouve également chez As. Effectivement, et puis quand tu parlais de leadership dans cette équipe, c'est vrai que Gunther Steiner, on n'a pas l'impression qu'il est la poigne de fer que peut avoir un Frédéric Vasseur sur le team Alfa Romeo Sauber. On pensait au début qu'il arriverait à gérer tout le développement, et peut-être que, alors je sais pas si c'est qu'une impression, mais le fait qu'il y ait trois usines As, une en Italie, une aux États-Unis, une en Grande-Bretagne, que ça soit très compliqué de gérer tout ça, on a l'impression que ça rajoute encore au brouillard en termes d'évolution qu'a As. Si tu veux, le fonctionnement de As me fait un petit peu penser au fonctionnement de Toyota, et c'est un petit peu ce qui avait causé leur perte. Tout à fait, avec une écurie au Japon et une autre en Allemagne, c'est vrai, exactement. Et il y avait de grosses difficultés de communication entre les deux entités. Chose qu'il n'y a pas, ou tout du moins on communique très peu là-dessus avec Renault. Renault, tu as tout le côté châssis et aéro qui est à Enstone, et tu as la partie moteur qui est à Viry-Châtillon. Mais apparemment, ça fait aussi de très très longues années qu'ils bossent ensemble, donc ça a l'air de coller. Mais As, je pense que peut-être rebaser et restructurer peut-être en Angleterre, ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a peut-être besoin d'un apport, on va dire, technique. Ils ont vraiment besoin de quelqu'un, d'un vrai directeur technique. Et au niveau pilote, faut aussi mettre un peu la main au porte-monnaie s'ils veulent quelque chose. Je reprends un peu l'exemple de la NASCAR, m'en veux pas. Quand Tony Stewart a créé son écurie avec Gene Haas, il a fallu un petit peu de temps pour que ça se mette en route, etc. L'un des vrais déclics, ça a été le recrutement de Kevin Harvick en 2014. Et c'est d'ailleurs l'année où Harvick a été champion, et depuis, ils ont 4 voitures, mais dans les 4 voitures, il y en a une qui joue quasiment la gagne tous les week-ends. Ils sont allés chercher un top pilote avec son crew chief, et derrière ça pousse, etc. Donc il leur reste plus qu'à faire la même chose en F1. Mais en F1, à un moment donné, il faut savoir s'harmoniser et se développer. Et ils en sont pour l'instant très loin. Effectivement, ouais, c'est peut-être que reprendre justement leur mode de fonctionnement en NASCAR les aiderait à se remettre en place. On va passer, pour finir cette émission, au duel entre coéquipiers et à nos prédictions pour la course. Alors déjà, tu avais annoncé Hamilton, Bottas, Verstappen comme podium. Tu n'as pas été loin, puisque au moment où Vettel accroche Verstappen est sur le podium. Donc tu avais... J'étais bon jusqu'au 36e tour. Tu étais bon jusqu'au 36e tour, et à partir de ce moment-là, écoute, pouf, disparu, et c'est Charles Leclerc qui a pris la place sur le podium. Donc 2 sur 3, c'est pas mal. J'avais mis Hamilton, Verstappen, Bottas, donc je n'avais que Hamilton dans le bon ordre. Après, si on passe sur le duel entre coéquipiers, on va pas se mentir, la safety car a vraiment perturbé nos plans. Et on fait des scores médiocres, puisque moi je me retrouve avec déjà un pas très bon 6 sur 10, et tu te retrouves avec un vraiment pas bon 4 sur 10. Il faut bien l'avouer, cette semaine ça n'a pas été bon. Alors, on avait tous les deux prédit Hamilton pour Mercedes, tous les deux prédit Ricciardo pour Renault, tous les deux prédit Raikkonen pour Alfa Romeo, et tous les deux prédit George Russell pour Williams. C'était un peu les choix faciles. Pour le reste, j'avais dit Stroll à la place de Perez. Tu avais dit Perez pour Racing Point. Du coup, j'ai un point de plus que toi dessus. Et j'avais dit Charles Leclerc à la place de Vettel pour Ferrari. Du coup, j'empoche mon deuxième point de plus que toi par rapport à ça. Mais c'est vrai que Verstappen a fini derrière Gasly, Norris a fini derrière Sainz, Albon a fini derrière Kvyat, et Magnussen a fini derrière Grosjean. Alors, certes, pour certains d'entre eux, ça s'est joué aux stratégies suite à safety car, ça s'est joué à pas mal d'accrochages en piste. Mais bon, c'est aussi les hasards de la F1, et on préfère avoir des week-ends comme ça plutôt que avoir tout pronostiqué à l'avance. Donc quand on a des 4 sur 10, c'est pas plus mal des fois, c'est-à-dire qu'il y a eu du spectacle aussi, on va pas se mentir. C'est ça. Je me permets juste une dernière chose, on n'en a pas parlé, mais très grosse course de Carlos Sainz, alors qu'en qualif c'était une vraie cata.
et McLaren qui termine mais d'un souffle devant Renault. Ricciardo de mieux en mieux et un très très beau duel dans les 10 derniers tours entre l'Australien et l'Espagnol. Effectivement. Et d'ailleurs, jusqu'à la safety car, Sainz qui se faisait un peu dominer par son coéquipier et qui a repris totalement ses esprits après pour faire, que tu as raison de le souligner, une excellente course. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Nous sommes sur YouTube, nous lâchons des pouces bleus à fond. On se retrouve nous la semaine prochaine pour la preview du Grand Prix d'Allemagne sur Multi21. Et je me permets juste un dernier ajout par rapport à ceux et celles qui nous écoutent. Si vous pensez qu'on est passé à côté de certaines choses ou si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées, n'hésitez pas à les déposer sur YouTube. Effectivement, déposez dans les commentaires, on lit tous les commentaires et on y répond à chaque fois. Si vous avez des remarques, justement, on en reparlera et on en reparlera sans doute lors de la prochaine preview. Merci Pierre d'avoir été là pour ce week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne qui, on ne l'a pas dit, a quand même réalisé 350 000 entrées payantes sur l'ensemble du week-end, ce qui est immense comme événement. Je pense qu'en termes d'événements sport auto, il n'y a que Indianapolis et Le Mans qui ont fait mieux cette année. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est preuve que la F1 se porte toujours aussi bien en Grande-Bretagne. Et preuve que Liberty Media aussi fait un bon choix en reconduisant le contrat de Silverstone finalement. Effectivement, ça a confirmé le choix qu'ils avaient fait en début de semaine de reconduire Silverstone. Merci Pierre et on se dit à la prochaine sur Multi21. Salut! Merci Clément, salut, à la prochaine.